Bonjour tout le monde, c'est ainsi qu'on commence cette formation sur les réseaux sociaux et communication numérique. Je vais tout de suite partager mon écran. Attendez une seconde. Voilà, est-ce que tout le monde voit? Vous pouvez me faire un oui de la tête. Ça Oui, marche. Formidable. En ce qui me concerne, moi, personnellement, je vais me présenter. Je m'appelle Guillaume Bouchard-Labonté. Je suis candidat au doctorat en histoire. En fait, j'ai presque fini. J'ai déposé ma thèse en septembre dernier. J'attends les nouvelles. Et je travaille depuis un peu plus que 5 ans dans les communications et dans les sociétés d'histoire, fondations à caractère patrimonial, etc. Je viens juste de m'installer à la Fédération Histoire Québec depuis l'automne dernier. Donc, je suis très content de faire partie de cette équipe-là, qui est franchement accueillante et dynamique. Et je trouve ça formidable de pouvoir donner cette petite formation-là aujourd'hui. Évidemment, je n'ai pas étudié, moi, mon parcours n'est pas en marketing, donc vous n'allez pas avoir l'avis d'un spécialiste du marketing aujourd'hui. Vous allez avoir l'avis d'un historien qui a travaillé beaucoup dans les réseaux sociaux et dans les communications numériques récemment. Voilà. Je vais commencer par évidemment, en tant qu'historien, je vais commencer par une petite intro sur l'histoire des réseaux sociaux qui va certainement vous rappeler de très vieux souvenirs, peut-être des très bons ou moyens, très mauvais souvenirs aussi. L'appellation réseaux sociaux est relativement récente. C'est pas un terme qui est particulièrement ancien dans la pratique courante, dans le langage courant. Mais par contre, les premiers réseaux sociaux, ce qu'on appelle en général, ce qu'on pourrait qualifier de réseaux sociaux, datent des années 90. Donc, ce n'est pas un phénomène si récent que ça. C'est juste que c'est un phénomène relativement peu courant encore jusqu'à maintenant. C'était un phénomène sous une forme un peu primitive, si vous me pardonnez l'expression. Ça s'est développé, ça s'est vraiment spécialisé dans les décennies suivantes. Donc, un des premiers, entre guillemets, réseaux sociaux, on considère souvent que c'est GeoCities qui est apparu en 1994, qui est un endroit où on pouvait se bâtir une page web à partir de zéro. Peut-être que vous vous souvenez des vieilles pages GeoCities, il y avait beaucoup de petites images animées, GIF. Aujourd'hui, c'est ce genre de, de- de montage criard, là. C'est plus très à la mode. Mais si on dit que c'est un des premiers réseaux sociaux, c'est qu'il y a énormément de gens qui créent des espaces personnels à partir de ces sites web-là. Ce n'était pas nécessairement des grands sites web corporatifs qui présentaient des services. C'était vraiment des familles qui montraient des photos de leurs chats, des photos de leur famille, de leur voyage, etc., qui parlaient un peu de leur maison, de leurs problèmes, etc. Donc, c'était vraiment, GeoCity, c'était vraiment une des premières plateformes qui permettait de vraiment échanger sur un plan vraiment social. Il n'y avait pas il y a pas nécessairement d'agrégateur qui permettait de voir toutes les informations en temps réel se développer, mais c'était un premier essai. GeoCities, par ailleurs, a disparu malheureusement en 2009. Il y a une partie des archives qui ont été conservées seulement, environ 100 000 sites. Mais après l'achat par Yahoo de GeoCities, le réseau social, entre guillemets, où la plateforme de site web malheureusement partie en déclin, puis elle a fini par disparaître. En 1995, ça a changé un peu. Il y a la plateforme Classmates, dont vous avez peut-être entendu parler. Peut-être que c'est votre premier réseau social d'ailleurs qui permettait de retrouver ses camarades de classe euh, de la petite école ou de l'école secondaire. Donc, une des premières plateformes où on voyait vraiment des informations avec des profils personnels, des photos, etc. À la fin des années 90, bon, on est à une époque où les gens passent euh, souvent un temps vraiment très restreint sur Internet. On a encore beaucoup de connexions par téléphone. Donc, il faut se rappeler que tous les réseaux sociaux sont toujours adaptés à leur contexte technologique aussi. Donc, les réseaux sociaux, ce n'était pas encore une formule qui était très adaptée. Monsieur Deshôtels, bienvenue, je vais me mettre sur mute. Euh, donc, euh, donc, le fait qu'on passait 1 heure, 2 heures maximum sur Internet par jour, en général, en moyenne, ça favorisait plus les salles de chat, le clavardage. Donc, c'est pour ça que les sites comme Classmates, c'était pas un site où on allait à chaque jour pour retrouver ses amis, etc., pour jaser. Ça se passait de manière très restreinte.
ça se passait de manière très restreinte et très concentrée. Et dans les années 2000, ça va changer. Les connexions sont plus performantes un peu. Donc là, on est à l'époque des blogs. Donc, on a vraiment l'âge d'or des blogs avec MySpace, puis plein d'autres plateformes qui éclatent à ce moment-là, qui explosent. C'est vraiment un fleurissement total. Sur les blogs, bon, je ne sais pas si encore là, vous avez vécu cette époque-là. Moi, j'étais un adolescent à l'époque, donc j'étais vraiment dans la période où tout le monde, tous mes amis avaient leur propre journal personnel qui publiait sur Internet comme ça, puis les gens pouvaient commenter, des gens absolument des inconnus. C'était souvent des informations qui étaient très personnelles, qui étaient, qui étaient publiées sur ces journaux-là, qui étaient diffusés un peu partout. Donc, je pense entre autres à des plateformes comme LiveJournal, qui était assez populaire un petit peu avant, peut-être un peu avant MySpace. Il y a eu, bon, il y a d'autres plateformes de blogs, Skyblog, Blogspot, etc. Et puis, tous ces blogs-là, qui étaient des plateformes vraiment très individuelles, qui avaient des agrégateurs RSS. Donc, on pouvait quand même avoir une certaine forme d'actualité sur notre fil d'actualité. On pouvait surveiller les différentes publications les plus récentes de manière relativement restreinte. Mais donc, tous ces blogs-là qui permettaient vraiment un propos très long, très complexe, ça a décliné dans les années à peu près 2007-2010. Et puis, c'est à ce moment-là, parallèlement, que les réseaux sociaux modernes, dans ces années-là, disons 2006 et 2010, qu'il y a vraiment une explosion phénoménale du phénomène. C'est à ce moment-là, en 2004, en fait, que Facebook a été fondé, mais à l'époque, il n'était pas encore disponible à toute la population. Il a été ouvert à toute la population en 2006. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment une concurrence avec les blogs, avec toutes ces plateformes plus indépendantes-là, et qui vient vraiment envahir le marché. Et puis, bon, les autres réseaux sociaux se sont ajoutés un peu après l'autre, ont apporté leur propre vision des choses, leurs propres avantages, leurs propres spécificités. Facebook, évidemment, n'est pas le premier, on va en parler un peu plus tard. Il y en a qui sont un peu plus anciens, qui sont encore actifs aujourd'hui. Donc maintenant, à quoi ça sert les réseaux sociaux pour une société d'histoire? Ben, tout d'abord, ça sert à rejoindre un public qui est plus large, qui est plus varié. Ça sert à assurer un meilleur lien intergénérationnel aussi. Sur Facebook, par exemple, on a 3 milliards, on va en parler un peu plus tard, mais on a 3 milliards de comptes certains sont plus ou moins actifs. Même si la moyenne d'âge est assez élevée sur Facebook, on a quand même des gens de plusieurs générations qui peuvent jaser. C'est très utile, surtout pour des organisations en histoire et en généalogie, surtout qui demandent vraiment une relève, qui exige une relève constante, là, étant donné la moyenne d'âge un petit peu plus avancée que dans certains autres types d'organisations. Bon, on a aussi l'avantage de pouvoir interagir publiquement avec des personnalités publiques. Donc ça peut être extrêmement utile d'avoir accès à ces personnalités publiques-là, de pouvoir les interpeller, de pouvoir leur parler, de pouvoir commenter en direct leurs activités. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment faire avec, par exemple, une infolettre ou un site web. Aussi, bon, on a évidemment se tenir au courant des activités d'autres organismes. Donc, on reçoit tous et toutes les bulletins des autres organisations, les infolettres également. Les réseaux sociaux, c'est un peu plus spécialisé. Il y a certaines activités qui sont mises de l'avant, d'autres un peu moins. On peut interagir aussi avec ces organismes-là de manière beaucoup plus organique. Donc, ça, c'est une autre utilité des réseaux sociaux. Et finalement, c'est évidemment un outil de promotion qui est absolument incontournable en ce moment, comme vous le savez très bien. Moi, j'ai commencé à faire de la sensibilisation, éducation populaire au moment où on était tous dehors à donner des tracts, des prospectus aux gens. Maintenant, vraiment, avec les réseaux sociaux, comme tout le monde le sait, ça a changé vraiment de manière complètement capitale notre manière de vraiment approcher la population générale. Donc, ça, c'est évidemment un autre avantage des réseaux sociaux. On va revenir un petit peu dans la conclusion tout à l'heure parce que ça peut paraître un peu évident pour tout le monde, mais c'est ça qui va vraiment qui va vraiment être le fil conducteur de notre formation ce soir. Donc, plan de l'atelier de la formation aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va parler des différentes plateformes. Là, j'ai nommé ici Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, mais on va parler d'autres plateformes aussi qui sont un peu moins connues ou
qui sont tout simplement moins populaires. Donc, on va en parler tout à l'heure. On va avoir une petite réflexion aussi sur quelles utilités on pourrait trouver à ces plateformes-là, parce que souvent, elles ne sont pas très utilisées par les sociétés d'histoire, centres d'archives, etc. Donc, point 3, ça va être quoi mettre, où le mettre. Donc, on va parler un petit peu, on va brièvement parler de comment, de où placer notre publication, choisir quel réseau social, quel format aussi. Mais ça, ce point-là, on va en reparler aussi dans la deuxième séance, le 17 janvier, donc on va rester sur l'essentiel. Point 4, ça c'est quand même assez intéressant. Là, on va avoir une petite discussion, réflexion sur la publicité payante sur les réseaux sociaux, qui peut amener certains avantages, mais qui peut aussi servir à rien. Cinquième point, on va aussi brièvement traiter, très, très brièvement, on va citer certains outils logiciels graphiques qui sont gratuits, souvent des logiciels libres, qui peuvent être des bons outils à utiliser pour le montage graphique, vidéo, etc. sur les réseaux sociaux. Donc, ça va venir à la fin totalement. Donc, je vais commencer tout de suite à présenter de manière générale les réseaux sociaux dont vous connaissez plusieurs certainement. Donc, tout d'abord, je vais commencer par Facebook, qui est le plus évident, qui est le plus populaire au sein des sociétés d'histoire. Je pense que la plupart de nos membres ont des pages Facebook. Facebook, donc, fondé en 2004, ouvert au grand public en 2006. Vous connaissez sans doute tous et toutes Mark Zuckerberg, qui est le fondateur et président de Facebook. Bon, il faudrait rajouter aussi que Facebook a changé de nom pour Meta récemment. Donc, sur papier, c'est le réseau social le plus populaire. C'est 3 milliards de comptes. Par contre, il faut noter que les gens ont souvent un compte par défaut, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes d'ailleurs. Donc, les gens ne vont pas nécessairement utiliser ce compte Facebook-là parmi les 3 milliards de comptes. Facebook, un des avantages, c'est son extrême flexibilité. Donc, on peut presque tout faire avec Facebook. Sur ce plan-là, ça permet à plusieurs organisations, à plusieurs groupes sociaux, aux groupes de clubs sociaux de vraiment de faire à peu près n'importe quoi. Donc, il y a aussi différents types de pages qu'on peut faire. Donc, on a 2, 3 types de pages différents qu'on peut faire à partir des pages corporatives d'organisation. Mais on a aussi des groupes Facebook qui permettent d'avoir vraiment un contenu vraiment unique. La diversité aussi de Facebook, c'est un des grands avantages. Le contenu est extrêmement varié, très sérieux, très ludique. Et le dernier avantage de Facebook, c'est sa Meta Business Suite, qui est l'espèce de plateforme de partage, de publicité, etc., qui permet, entre autres, de gérer simultanément le compte Facebook et le compte Instagram d'une organisation. C'est phénoménal, c'est formidable. C'est un des seuls réseaux sociaux qui permet vraiment ça. Mais c'est évidemment parce qu'Instagram appartient aussi à Meta. Et aussi, on a des outils statistiques qui sont complets, qui est une des spécificités de Facebook. Quand on travaille sur d'autres réseaux sociaux, on s'ennuie des outils statistiques de Facebook, malgré, bon, c'est limite quand même là, sur ce plan-là. Maintenant, bon, les désavantages de Facebook, on les connaît un peu tous et toutes ici. Si jamais vous avez vraiment travaillé beaucoup en publicité, en marketing sur Facebook, vous savez que la plateforme change sans arrêt, que des fois, se retrouver sur la plateforme, c'est un peu complexe. Donc, ça, c'est un des gros désavantages de Facebook. C'est un désavantage de son avantage. C'est une plateforme qui est mise à jour sans arrêt pour rester à la mode, pour rester à l'affût des dernières tendances. Et ça fait qu'on ne comprend rien si on ne travaille pas sur Facebook pendant quelques mois seulement. Donc, voilà pour Facebook. LinkedIn, vous voyez, LinkedIn est encore plus vieux que Facebook. LinkedIn était déjà en place 4 ans avant que Facebook soit offert au public. LinkedIn appartient aujourd'hui à Microsoft. Il y a 774 millions de comptes. Donc, c'est vraiment un réseau social qui n'est pas à mettre de côté facilement. Maintenant, la spécificité, c'est comme vous le savez peut-être sans doute aussi, c'est un réseau social qui est purement professionnel. Donc, ce n'est pas à cet endroit-là qu'on va mettre des éphémérides historiques, par exemple. C'est à cet endroit-là qu'on va présenter les membres de notre CA, qu'on va se présenter en tant que vitrine auprès d'autres organisations du même type. On va attirer des professionnels pour les encourager à être embauchés. Puis, sur le plan de la publicité qui est possible sur LinkedIn, on peut en reparler tout à l'heure dans le point sur la publicité. C'est une publicité qui est moyennement efficace du fait de l'activité un petit peu plus réduite des comptes
des comptes. Mais c'est vraiment un réseau social qui est difficile à éviter, évidemment, pour sa taille. Là. Mais ensuite, on a Twitter, qui est un réseau social qui est particulièrement instable en ce moment, malheureusement, mais qui a aussi sa fonction, qui est à peu près aussi vieux que Facebook. 436 millions de membres, donc c'est un petit nombre comparé à Facebook. Par contre, il y a énormément de comptes qui sont extrêmement actifs sur Twitter. Donc ça, l'engagement sur Twitter est un peu plus élevé que sur Facebook de manière générale. Énormément d'activités, il y a une activité constante, particulièrement, pratiquement frénétique. Donc, c'est vraiment, sur ce plan-là, c'est un réseau social qui peut être intéressant aussi. Et puis, c'est aussi une plateforme sur laquelle à peu près tous les journalistes sont inscrits. Donc, ça, c'est un autre avantage de Twitter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement mettre Twitter de côté. C'est la place où on peut interagir avec des personnalités publiques. Donc, si vous interagissez publiquement avec une personnalité sur Facebook, il y a des chances quand même que cette personne-là vous entende, vous voit, vous répond. Mais sur Twitter, il y a vraiment un taux de réponse là, beaucoup plus élevé. Pour ce qui est des personnalités publiques, évidemment. Donc, c'est aussi une plateforme qui est très engagée politiquement. Donc, c'est la place aussi où défendre, par exemple, des maisons patrimoniales, etc., défendre une cause. C'est une plateforme aussi qui repose énormément sur le partage de contenu, sur le repartage. Donc, et sur le commentaire. Donc, vraiment, la moitié ou peut-être même le 2 tiers du contenu, ce n'est pas du contenu original, c'est du repartage, c'est du commentaire sur du contenu externe. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte quand on utilise Twitter. Un des petits désavantages, c'est vraiment les membres payants en ce moment, c'est tout nouveau. Là. Mais si vous avez suivi les actualités, les membres payants en ce moment qui payent 8 $ par mois pour leur compte Twitter bleu, leur petit crochet bleu, ils ont des avantages là, comparatifs qui sont assez intéressants. Là. Donc, si on ne veut pas payer, il y a des petits désavantages qui peuvent nous... On peut, par exemple, apparemment que ça risque de changer, ça change tout le temps, mais en ce moment, apparemment que les algorithmes défavoriseraient les comptes non payants. Donc, on va voir ce que ça donne dans l'avenir. Donc, jusqu'à maintenant, Twitter aussi diffuse seulement des vidéos relativement courtes. Puis le nombre de caractères est limité à 280, mais bon, Elon Musk vient juste de dire qu'il voudrait augmenter le nombre de caractères à 4000. Donc, c'est un réseau en ce moment qui est très instable, on le sait très bien, ça fait des actualités. On va passer au suivant. Donc, Instagram, que vous connaissez sans doute relativement bien aussi, créé en 2010, qui a été acheté par Meta il y a quelques années. Donc là, on est dans un réseau social complètement différent qui n'est pas centré sur le texte, il est centré sur l'image. C'est vraiment ce qu'il faut retenir d'Instagram, c'est vraiment le pouvoir de l'image. Malgré tout, il y a énormément de personnalités publiques, d'influenceurs, influenceuses et de comptes privés qui vont publier des images des textes sous format image. Donc, il n'y a pas juste des photos d'art, des photos d'influenceurs, des vidéos ou des selfies. Il y a vraiment aussi du contenu textuel qui est partagé de manière régulière. Là. Moi, je sais, dans mon ancien emploi, on publiait nos déclarations publiques aussi sous format texte. Donc, on mettait du texte blanc sur fond noir, puis on publiait ça comme ça directement sur Instagram sous forme d'album. Donc, c'est quelque chose qui se fait, mais ce n'est pas la fonction première d'Instagram. Donc, pour ce qui est des sociétés d'histoire, évidemment, ce qu'on voit beaucoup depuis plusieurs années, c'est les photos d'archives qui se retrouvent sur Instagram, des photos d'archives commentées avec certains détails, etc., puis des infographies, évidemment, publicitaires sur des événements, etc. Donc, un autre désavantage de Instagram, c'est sa perméabilité avec Facebook, on l'a dit tout à l'heure. Et fait très important, là, je vais en parler tout de suite, en fait, un des problèmes spécifiques d'Instagram, c'est le fait qu'on ne peut pas partager de lien dans une publication ordinaire. Donc, quand on partage une photo, si on rajoute un lien, le lien va apparaître, mais il ne sera pas cliquable. Donc, pour éviter ça, il faut utiliser en général Instagram avec une plateforme différente. Nous autres, ici, à la Fédération Histoire Québec, on utilise Linktree. Donc, ça, c'est un outil vraiment intéressant. Si vous ne connaissez pas vraiment Instagram, que vous voulez créer un compte prochainement, je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Donc,
juste scénario, là, vous faites une publication avec une photo d'archive que vous trouvez intéressante. Donc, vous la mettez sur Facebook, vous utilisez le Facebook, le Meta Business Suite pour publier sur Instagram et sur Facebook simultanément. Vous allez dans l'onglet Instagram. Vous pouvez changer le texte pour que le texte soit différent sur Instagram et sur Facebook. Puis, vous ne mettez pas le lien vers votre site web ou le centre d'archives quelconque dans la version Instagram. Vous mettez en parenthèse lien en bio. Ça, c'est un nom de code sur Instagram pour dire que les gens, s'ils veulent avoir accès au contenu de votre photo, il faut qu'ils aillent on le voit ici sur la publication, il faut qu'ils cliquent sur votre profil puis qu'ils cliquent sur le lien qui apparaît dans la biographie, dans la description du compte. Puis donc, dans ce cas-ci, ça nous mène vers Linktree, qui est une plateforme où vous pouvez tout simplement ajouter les liens qui vous plaisent, puis présenter ça de manière vraiment là, très, très intuitive pour que les usagères puissent choisir leur lien. Là. Donc, Instagram, c'est une plateforme qui fonctionne énormément sur les appareils mobiles. Donc, on a vraiment ici le Linktree, c'est vraiment, je peux le dire à la fin, ça s'écrit linktr.ee. Donc, si vous avez un compte Instagram, créez-vous un compte Linktree, c'est très utile pour pouvoir diffuser des liens malgré l'interdiction d'Instagram de créer des liens cliquables. L'autre manière de détourner d'ailleurs le problème du lien cliquable, c'est de faire des stories. Donc, ça, on peut reparler des stories un peu plus tard si vous voulez. Mais dans les stories maintenant, sur Instagram, on peut utiliser un lien directement. Donc, c'est ironique un peu parce que souvent les stories, c'est quelque chose de très temporaire, ça dure une journée. Donc, ce n'est pas là en ce moment, en général, où on veut diffuser nécessairement un lien. Mais maintenant, c'est possible de le faire sur les stories et non sur les publications directement. Donc, ça, c'est pour Instagram. Ensuite, on a deux autres réseaux sociaux. TikTok, qui n'est absolument pas utilisé par les sociétés d'histoire et d'archives en général au Québec en ce moment. Dans mon ancien emploi, j'avais reçu une formation spécifiquement sur TikTok parce qu'il y a vraiment des gens de l'administration qui croyaient beaucoup dans ce moteur-là. TikTok, c'est un réseau très récent qui a été fondé en 2016, mais qui a été disponible au monde entier en 2018 seulement. Et c'est un phénomène de croissance exponentielle. Donc, en ce moment, on est à un peu plus d'un milliard d'usagers, ce qui est vraiment joue vraiment dans les plates-bandes de Facebook côté nombre d'usagers, d'usagères. C'est un réseau social chinois et c'est également l'endroit parfait pour faire des publications virales. Et ça, c'est très simple. La raison est très simple, c'est qu'il y a énormément d'usagers, mais il y a très peu de gens qui publient du contenu. Donc, sur Facebook, il y a à peu près tout le monde qui utilise Facebook sur une base régulière vont publier des posts, des publications. Sur TikTok, la plupart des gens ne publient rien, ils font juste consommer des vidéos. Donc, ça fait que si vous publiez une vidéo, il y a des bonnes chances que rapidement, vous ayez 200, 300 vues, 10, 12 commentaires, même si vous n'êtes pas absolument connu et que c'est votre première vidéo, ça peut arriver que votre vidéo devienne virale rapidement. TikTok aussi, contrairement à, par exemple, Twitter, vous pouvez choisir vraiment les publications les plus récentes de vos abonnés. C'est un système qui fonctionne presque uniquement sur les algorithmes. Donc, on va vous suggérer du contenu auquel vous n'êtes pas nécessairement abonné. Et c'est vraiment le fonctionnement, la base du fonctionnement de TikTok. Et c'est des vidéos qui sont verticales. Donc, ça, c'est vraiment des spécificités de TikTok. Ce n'est pas la place où vous allez avoir des panoramas de paysages magnifiques. Ce n'est pas la place où vous allez avoir des magnifiques peintures, œuvres d'art, etc. Si jamais vous jetez un coup d'œil à TikTok, vous allez avoir, je pense, à peu près 95% des vidéos, ce sont des visages humains. Donc, c'est vraiment un réseau social qui est fondé sur l'être humain, sur des vidéos qui sont très courtes et qui sont vraiment très punchées, très dynamiques. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'attirer l'œil de manière très rapide. Malgré tout, pardonnez-moi, malgré tout, sur TikTok, malgré qu'au Québec, on n'est pas parti. On ne crée pas énormément de contenu à caractère historique.
sur TikTok. Il y a plusieurs YouTubeurs français, dont Benjamin Brio, qui a la chaîne Nota Bene, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une chaîne très populaire en France d'histoire. Donc, Nota Bene fait des vidéos sur TikTok. Donc, c'est possible en tant qu'historien, historienne, archiviste, etc., généalogiste, c'est possible d'utiliser cet outil-là malgré tout aussi. Un des seuls avertissements que j'aurais à faire, c'est que sur TikTok, à cause de la frénésie des publications puis des repartages, qu'on appelle des duos sur TikTok, on peut avoir de la publicité négative. Donc, on se souvient que pendant les élections, il y a eu quand même des vidéos embarrassantes qui ont été diffusées sur TikTok par à peu près tous les partis. Donc, ça, c'est vraiment c'est un des problèmes. Il est très peu probable que vous soyez dans l'embarras à cause d'une publication sur Facebook. Mais une publication sur TikTok, ça peut rapidement tourner au désastre. Donc, ça, c'est un petit avertissement à voir avec ce système-là, qui est malgré tout vraiment intéressant, qui est sous-utilisé par les organismes du type Société d'histoire, Société de généalogie, Centre d'archives. Donc, c'est vraiment, pardon, c'est vraiment un outil qui est à développer. On peut du moins réfléchir sur le sujet. Ensuite, j'ai mis YouTube. YouTube, c'est pas, vous savez que ce n'est pas vraiment un réseau social conventionnel, mais c'est une plateforme de vidéo qui cherche de plus en plus à ressembler à un réseau social. Donc, je l'ai ajusté. Donc, c'est affilié à Google. Donc, comme c'est affilié à Google, votre compte de Google Ads, si vous en avez un, va gérer les publicités sur YouTube aussi, ce qui est franchement pratique. Si jamais vous avez un compte Google Ads, dont on peut reparler tout à l'heure si jamais vous voulez poser des questions sur le sujet. Donc, YouTube, évidemment, aussi fonctionne sur les algorithmes un peu comme TikTok. Par contre, c'est un système beaucoup moins intuitif. Donc, ça exige des connaissances de montage vidéo. Et un des avantages de YouTube, c'est que les vidéos peuvent être également monétisées. Pour ce qui est des chaînes d'histoire, je sais que des chaînes comme Nota Bene en France, qui ont accès à un marché beaucoup plus large, vraiment réussissent à attirer des revenus assez importants de ça. Mais au Québec, c'est une des chaînes les plus importantes, celle de Laurent Turcot, qui est l'Histoire nous le dira. Je ne sais pas en ce moment c'est quoi leur chiffre d'affaires, mais il y a quelques années, quand leur popularité était vraiment déjà relativement bien établie, c'était dans les 87 par mois le maximum. Là. Donc, ce n'était pas si intéressant que ça de monétiser ce contenu vidéo-là, mais c'est une possibilité quand même. Donc, plus récemment, YouTube, devant la pression de TikTok, d'autres organisations du type, ont élargi leurs activités. Maintenant, ils proposent des vidéos très courtes, format vertical exactement comme TikTok, et des publications textuelles aussi qui sont accessibles à partir d'appareils mobiles. Donc, YouTube essaie vraiment de forcer un peu les interactions entre différents membres. Donc, deux autres réseaux sociaux vraiment intéressants, dont un des plus sous-estimés, je dirais, par les organisations à caractère culturel, c'est Twitch. Si vous avez déjà donné des conférences sur Zoom, vous avez peut-être remarqué qu'on peut diffuser simultanément sur Zoom, sur Facebook Live et sur Twitch. Donc, Twitch, c'est une plateforme de diffusion de contenu vidéo en direct, qui est franchement utile, surtout pour les joueurs de jeux vidéo. C'est vraiment son activité principale. D'ailleurs, ça se voit dans le logo, une espèce de design rétro qui rappelle les arcades des années 90. Donc, Twitch, c'est surtout pour les jeux vidéo, mais c'est également pour les conférences, les entrevues, etc. Il y a des gens qui tirent aux cartes, au tarot en direct aussi sur Twitch. Et au Québec, il y a quelques chaînes qui fonctionnent assez bien. Là. Je pense à une chaîne qui s'appelle douteux.org qui font des extrêmement longues présentations de parfois 6 heures sans arrêt. Donc, les gens entrent dans la conférence, quittent librement, posent des commentaires, publient des commentaires aussi. Donc, c'est vraiment une manière très organique, très conviviale de voir la conférence. On n'a pas besoin de s'inscrire à l'avance, on a juste à se présenter à l'heure, puis on a accès à cette diffusion-là. Donc, c'est un réseau social, plateforme de vidéo qui est vraiment sous-estimé par le milieu culturel au Québec.
Nota Bene, encore une fois, la chaîne d'histoire française utilise énormément Twitch lors des entrevues. Des fois, c'est des entrevues qui durent 2 heures avec des historiens et des historiennes et présentent ça sur Twitch. Donc, un des gros désavantages, c'est que ça prend un compte pour s'inscrire et les gens ne connaissent pas Twitch. Donc, amener les gens sur Twitch, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça a du potentiel, vous voyez. Je le laisse là, j'en parle un peu. Un autre réseau social dont je l'ai mentionné tout à l'heure en introduction, je pense, c'est Mastodon, qui a été créé en 2016. C'est un réseau social, c'est un de mes favoris. C'est un des moins connus aussi. Jusqu'à maintenant, on estime le nombre d'abonnés, d'inscrits, de comptes, etc., à 3 millions. Mais c'est une plateforme qui est extrêmement décentralisée. C'est ce qu'on appelle, à l'interne, on appelle ça un Fediverse. Donc, c'est un univers fédéré qui fonctionne par instance. Donc, au lieu d'être des équipes de modérateurs qui sont rémunérées, comme sur Facebook ou sur Twitter, on a des équipes de bénévoles qui s'occupent de certaines sections de Mastodon qu'on appelle des instances. Donc, c'est des petits groupes fermés avec leur propre code, leur propre programmation. Et ces instances-là sont autogérées, en fait, sont gérées à l'interne par des administrateurs administratifs qui sont en général des administratrices qui sont en général des bénévoles. Et dans une instance, vous avez une communauté de quelques milliers de personnes souvent. Et les différentes instances peuvent discuter, repartager les contenus des autres instances. Donc, je pourrais comparer ça à une espèce de montgolfière qui s'élève toute seule avec juste un grand ballon, mais avec plusieurs nacelles. Donc, les nacelles peuvent interagir entre elles. Il y a des nacelles dans lesquelles il peut y avoir un plancher de verre, d'autres, il peut y avoir des chaises. Donc, c'est des nacelles qui sont différentes, mais qui sont à l'intérieur d'une même grande plateforme. Juste un exemple de différence qu'il peut y avoir entre deux instances différentes. Vous pouvez poser des questions à la fin si vous ne comprenez pas très bien. Dans l'instance que j'utilise, moi, j'ai droit à des messages de 10 000 caractères. Par contre, l'instance qui est utilisée par Héritage Montréal et par la Fédération Histoire Québec, on a droit à des messages seulement de 400 caractères. Donc, c'est un peu mieux que Twitter. Twitter, c'est 280 caractères. Mais c'est un nombre relativement faible. Et c'est ça, sur mon instance à moi, de mon compte personnel, j'ai droit, je peux écrire des très longs messages. Un autre avantage de Mastodon, c'est que comme c'est une plateforme gratuite, décentralisée, surtout gérée par des bénévoles, bien sur le plan de la censure, les pratiques sont nettement meilleures que par exemple sur Twitter, Facebook, où quand il y a un régime totalitaire qui veut empêcher les gens de la place d'avoir accès à certains discours, ben, des fois, ça arrive que les grandes plateformes de réseaux sociaux fléchissent parce qu'ils ne veulent pas perdre, ils ne veulent pas être bloqués de ces pays-là. Alors que Mastodon, les gens en général refusent tout simplement de censurer du contenu qui est à caractère politique pour protéger les oppositions locales de certains pays où il y a beaucoup de répression. Donc, on a le cas, par exemple, en Inde, où il y a des instances Mastodon qui ont protégé le discours des castes inférieures, qui sont évidemment pas en très bon état en Inde de tout temps. Donc, malheureusement, Mastodon, comme c'est un logiciel libre, il y a beaucoup de bugs encore, mais ça s'améliore graduellement étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui se sont installés sur Mastodon récemment. Donc voilà. Je tiens à rappeler que jusqu'à maintenant, je pense qu'on est seulement 2 organisations caractère culturel, Histoire Patrimoine, qui sont sur Mastodon, Héritage Montréal et la FHQ. Mais il y a d'autres journalistes qui sont spécialisés en patrimoine, comme Jean-François Nadeau, qui est assez actif sur Mastodon. Donc, il y a quand même des gens connus qui ont créé des comptes récemment. Donc, ça a du potentiel. Dernier site que je voulais montrer, c'est Reddit. Reddit, c'est une autre forme de réseau social qui est plus proche du forum, qui est assez vieux aussi, créé en 2005. Et au Québec, on ne l'utilise pas tant que ça. On l'utilise en fait beaucoup moins qu'ailleurs. C'est un réseau social qui est énormément centré sur l'anglophonie. C'est tout de même le 6e site le plus visité aux États-Unis, qui au départ était un lieu vraiment par excellence d'infos sur la programmation et les sciences. Puis graduellement, ça s'est étendu dans tous les sens. Les Reddit fonctionnent
fonctionne de manière dépendante de ce qu'on appelle des subreddits, des sous-reddits. Donc, c'est des espèces d'espaces thématiques dans lesquels vous allez trouver des communautés. Et ici, par exemple, j'ai la communauté r/histoire. Donc, c'est la communauté par excellence de l'histoire francophone. Et puis, ce qui est bien sur Reddit, c'est qu'on peut poser des questions qui sont extrêmement pointues et on risque souvent d'avoir des réponses. Donc, ici, par exemple, on a quelqu'un qui cherche quelle traduction de l'épopée Gilgamesh choisir. Et on a quelqu'un qui est vraiment expert de la question, qui lui suggère d'utiliser la traduction de Bottero et qui en profite pour parler de ses cours d'acadien, qui est le acadien avec 2 K, c'est du vieux babylonien, donc c'est une langue ancienne de la Mésopotamie. Donc, c'est vraiment, on peut voir à quel point le contenu peut être spécialisé. Donc, encore là, comment utiliser Reddit au bénéfice des sociétés d'histoire, centres d'archives, etc. Ce n'est pas donné, mais on peut y penser. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de stratégie. Encore là, je vais être assez synthétique. Il est déjà 19h08. Donc, qu'est-ce qu'on a comme stratégie générale sur les réseaux sociaux? Premier commentaire, tout d'abord. Il y a beaucoup de gens qui sont en marketing, qui ont beaucoup d'expérience en réseaux sociaux, qui ont une expérience pertinente comme moi, qui vont vous sortir des stratégies qui peuvent optimiser vos résultats. Par contre, il y a beaucoup de stratégies originales qui fonctionnent. Beaucoup de stratégies qui ne sont pas du tout originales, qui ont l'air un peu poussiéreuses du premier point de vue, mais qui fonctionnent aussi. Ça dépend toujours de votre public cible, des gens qui sont habitués à vos réseaux sociaux. Ça dépend de plein de facteurs. Sincèrement, je pense qu'à peu près tous les experts du marketing vous diraient que la pire chose à faire sur Facebook, ce serait de se filmer avec son téléphone cellulaire dans sa voiture, puis de dire des conneries, tout ce qui nous passe par la tête. Donc, c'est vraiment une très mauvaise stratégie marketing, mais ça fonctionne extrêmement bien dans certains publics. Donc, il y a des gens qui vont vraiment passer des heures sur Facebook à écouter d'autres personnes chialer dans leur voiture. Donc, tout ce que je vais dire, c'est à prendre avec un grain de sel. Mais de manière générale, sur les réseaux sociaux, un peu partout, il faut utiliser une méthode qui est intéressante aussi dans les autres médias, écrits, surtout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un propos qui est synthétique. On résume, on donne le moins de détails possible dans la publication. Si jamais on a un lien vers notre site web, vers un texte plus long, vraiment, on y va dans la synthèse. On a, évidemment, en général, on n'a pas de titre. Donc, on commence par une phrase qui est très accrocheuse. Très important aussi, si on a du contenu visuel, ajouter des références, citations des sources. Et puis, très important aussi, présenter l'information la plus importante au début. Comme dans un article de journal de médias normal, où on trouve le titre, le chapeau, qui est le petit texte en gras, puis après ça, le centre de l'article. Donc, c'est vraiment la manière qu'on va diffuser le plus rapidement, le plus efficacement l'information dans les réseaux sociaux. Il faut toujours penser qu'on est toujours en compétition avec des milliers d'autres publications sur les réseaux sociaux. Donc, il faut pouvoir rapidement attirer l'œil, attirer l'attention. Évidemment, comme on est des sociétés d'histoire, on est très sérieux, très sérieuse. Il faut faire attention à l'abus d'émoticônes. De temps en temps, par contre, un émoticône au début d'un message ou à la fin, ça peut être... Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que ça ne paraît pas très mature comme approche, mais ça attire l'œil. Surtout quand on a un texte qui n'a pas d'image. Ça attire l'œil, ça attire la curiosité, c'est beau. Donc, de temps en temps, un petit émoticône, ça peut être franchement utile. Je pourrais parler aussi, je pourrais faire une comparaison avec les hiéroglyphes qui contiennent des phonogrammes et aussi des idéogrammes. Donc, on a des caractères qui servent juste à donner du sens à un mot, mais qui ne donnent pas d'indices phonologiques, donc qui ne sont pas des phonèmes. Donc, c'est un peu la même chose avec les émoticônes. C'est un peu comme des hiéroglyphes, finalement. Les hiéroglyphes, c'était très efficace, ça disait beaucoup. Donc, les émoticônes aussi, il ne faut pas mettre ça de côté, sans en abuser, finalement, évidemment. Donc, les tags et hashtags, je pense que vous savez c'est quoi un tag, c'est quand on essaie d'identifier une autre personne sur nos publications. Toujours à utiliser avec discernement, tout dépendant du réseau social. Il y a certains tags
Les tags peuvent changer, mais aussi, bon, il y a différentes manières aussi de présenter des tags. Les hashtags, c'est un peu la même chose aussi sur Facebook. Ce n'est pas du tout à la mode de mettre des hashtags. Ce n'est pas d'une efficacité à tout casser non plus. Par contre, les hashtags sur Instagram, on peut en mettre des dizaines et des dizaines. Ça ne choque pas l'œil des usagers, usagères d'Instagram de mettre énormément de hashtags. Le alt ici, c'est le texte alternatif que vous pouvez mettre sur une photo. C'est surtout pour Twitter, mais ça marche aussi pour Facebook. Si jamais vous avez une partie de votre public qui a un handicap visuel, c'est très important d'avoir un texte alternatif aux images pour qu'ils puissent avoir accès au contenu tout de même. C'est aussi une manière de décrire vos photos sur Twitter, entre autres, de leur donner une référence interne ou de taguer des gens. Sur Twitter, encore là, vous pouvez taguer des gens directement sur la photo. Ça vous permet d'économiser de l'espace de texte puis de contourner un peu la limite de 280 caractères. Encore là, je peux vous donner des exemples concrets un peu plus tard pour vous montrer. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, en parlant des liens externes sur Instagram, faire très attention parce qu'on ne peut pas en publier directement sur les publications ordinaires. Pour ce qui est de la diffusion des liens sur Twitter aussi, on a accès seulement à 280 caractères, je vous le rappelle. Donc là, il faut ajouter juste un lien par tweet. Et je sais qu'on a vraiment comme souvent la tendance à vouloir placer le plus de contenu possible, de dire, ah, visitez cette page-là aussi. Mais ça va devenir juste une poutine confuse si on met beaucoup de liens par tweet. Donc, sur Facebook, ça, c'est un des trucs uniques à Facebook. Si vous ajoutez un lien, puis vous avez le lien en miniature qui apparaît en dessous là, de votre publication, vous pouvez effacer le lien. Vous n'êtes pas obligé de le laisser. Le lien va rester en mémoire dans votre publication. Vous pouvez publier la publication, puis là, vous allez avoir une belle publication sans ligne de code ni rien, avec un lien vers votre site web ou votre ressource externe. Donc, ça, c'est un truc à connaître, à savoir aussi avec Facebook. En général, les gens le savent, mais bon, je le dis quand même. Voilà. Donc, j'ai plusieurs exemples de publications qui ont été faites à la Fédération Histoire récemment, juste pour vous donner quelques indications générales sur à quoi peut ressembler une bonne, ce qu'on peut considérer comme étant une bonne publication. Donc, si vous avez une photo avec du contenu, évidemment, toujours ajouter la description avec la référence. Dans ce cas-ci, on avait comme une description très peu détaillée. Vous voyez ici, j'ai ajouté, au lieu d'ajouter photo ou crédit, j'ai ajouté directement un émoticône d'appareil photo. C'est ce qui fait de manière généralement dans beaucoup de comptes là, qui sont très populaires. Vous avez aussi un seul émoticône en début de paragraphe. Puis vous avez les hashtags en bas. Donc, on a des publications qui ont très bien fonctionné sur Facebook. Je vais vous en donner deux dont je suis relativement fier. D'ailleurs, c'est Jean, tout à l'heure, parlait de notre croissance sur les réseaux sociaux. C'est Jean qui est le principal artisan de cette croissance-là sur les réseaux sociaux. Au cours de la dernière année, il a vraiment fait un travail phénoménal. Il a publié, fait énormément de recherches pour trouver tout ce contenu-là qui est franchement fascinant. Donc, vous voyez ici, on a encore là un contenu qui est assez synthétique, donc ce n'est pas des très longs textes. Vous voyez que dans la publication de droite, ici, il y a un tag vers le théâtre du Rideau Vert parce qu'on parle du théâtre. On parle de la première de Michel Tremblay qui se passait dans ce théâtre-là. Donc, taguer des organisations desquelles on parle, même qui peuvent être vaguement impliquées. Ça, c'est toujours une bonne stratégie sur les réseaux sociaux parce que c'est des gens qui peuvent partager nos publications ensuite puis augmenter vraiment notre visibilité. Donc, c'est vraiment, je le dis, je sais que ça peut paraître aller de soi, mais moi-même, je l'oublie tout le temps, donc je le répète pour tout le monde, incluant pour moi. Vous avez ici, vous voyez, vous avez un lien dans la publication, vous avez une photo d'archive qui est référée, encore une fois, avec pratiquement toutes les informations dont on dispose. Donc là, on a vraiment le BANQ Vieux-Montréal avec le code, le nom du photographe. Ça, c'est vraiment les détails minimum qu'on peut mettre sur une photo référencée. Vérifiez aussi, favorisez toujours les photos du domaine public. Moi, ça ne m'est jamais arrivé encore qu'un centre d'archives me tape sur les doigts parce que j'avais partagé une publication
qui faisaient pas partie du domaine public ou qui faisaient partie du domaine public, mais ça leur tentait plus ou moins qu'on partage cette photo-là sans leur en parler. Donc, si jamais vous partagez, si vous trouvez des photos intéressantes d'autres centres d'archives, posez-leur leurs questions. Ça se peut que ça leur fasse bien plaisir d'ailleurs, puis que vous commenciez une belle collaboration. Donc, mais vraiment favoriser le contenu, vraiment checker les photos de domaine public, puis vraiment favoriser celles-là. C'est très important pour ne pas créer de conflit parce que vous ne serez pas poursuivi pour ça. Il n'y a aucun centre d'archives qui va vous créer vraiment beaucoup de troubles, mais ça se peut qu'il ne soit pas gentil avec vous dans les années futures si vous ne le faites pas. Donc, sur Twitter, maintenant, j'ai utilisé une forme un petit peu différente. Ici, on a un contenu qui a été récupéré sur les autres plateformes, qui a été publié aussi sur Instagram et Facebook. Sur Twitter, évidemment, il faut que ce soit plus court. Donc, j'ai choisi 2 hashtags et j'ai mis la description de la photo dans un deuxième tweet. Donc, ça, mettre la description de la photo dans un deuxième tweet, ça permet de mettre plus de contenu dans la première. C'est une pratique relativement courante dans les réseaux sociaux, donc les gens s'y attendent. Et si jamais vous avez du contenu alternatif, en général, il apparaît ici dans le coin en bas à droite. C'est là que le célèbre contenu alt apparaît sur Twitter. Donc, voilà pour les publications de manière générale. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Donc, maintenant, quoi mettre? Où le mettre? Donc, il y a plusieurs expertes en communication qui vont vous dire partagez toujours du contenu différent sur chacun des réseaux sociaux. Il faut vraiment que chaque réseau social ait sa propre personnalité, même si on appartient même si tous ces comptes-là appartiennent à une même organisation. Ça, c'est à prendre avec un grain de sel si jamais vous n'avez pas le temps parce que vous êtes une équipe de bénévoles, vous êtes juste un employé ou une employée. Vaut mieux partager le même contenu partout que de ne pas partager de contenu sur les différents réseaux sociaux. Donc, vraiment, si jamais, c'est une recommandation qui est souvent faite, prenez ça vraiment avec un grain de sel. Faites comme vous le sentez, faites comme vous le pouvez. C'est important que l'information soit diffusée, peu importe le nombre de réseaux sociaux, la similarité des posts, des publications sur différentes plateformes. Donc, on peut quand même favoriser certains types de contenus pour chaque plateforme. Tout à l'heure, je l'ai dit, LinkedIn, c'est la place où présenter vos nouveaux membres CA. Faire vos annonces corporatives. Si vous obtenez une subvention, annoncez-le sur LinkedIn. Si vous avez un nouveau directeur, directrice générale, annoncez-le sur LinkedIn aussi. Si vous avez des emplois à offrir aussi, c'est une excellente place où mettre ça. Tout ce qui est plus ludique, esthétique, qui est vraiment dans la beauté, choisissez Instagram, évidemment. Si vous avez des infographies aussi pour annoncer des activités, mettez-le sur Instagram, ça c'est très utile, c'est quelque chose qui est fait de manière très courante. Ce qui est vraiment éducatif, je suggère Facebook et Instagram, mais c'est possible aussi. Si jamais vous avez une bonne base sur Twitter, vous pouvez tester aussi, parce que ça se peut que les gens retweetent un peu. Mais les comptes qui ont vraiment quand même beaucoup d'abonnés sur Twitter en ce moment, je pense entre autres à Evelyne Ferron. Evelyne Ferron, qui est quand même une vulgarisatrice assez connue. J'ai regardé ses résultats ces temps-ci, puis bien qu'elle soit très active sur Twitter, qu'elle a plusieurs milliers d'abonnés, son contenu éducatif n'est pas si partagé que ça. Donc, tout dépend de votre base, de ce que vous êtes capable de construire aussi avec vos abonnés, puis vos collaborateurs, collaboratrices. Bon, maintenant, quand vous avez des communiqués qui traitent de causes importantes, bien ça, évidemment, vous les mettez partout. Si jamais vous pouvez les poster, si jamais vous voulez mettre un lien sur Instagram aussi dans une story, ça peut être une très belle manière de le faire aussi, même si vous n'avez pas du contenu visuel très dynamique. Maintenant, la question des repartages, c'est vraiment une question, j'ai une lame sur le sujet. Donc, c'est vraiment une question qui varie selon le réseau social sur ce plan-là. Facebook, souvent, c'est utilisé par les organisations comme une vitrine. Donc, les gens vont faire du lèche-vitrine, évidemment, et ils veulent voir les activités de l'organisation. Ils ne veulent pas nécessairement voir c'est ce qui intéresse de manière générale l'organisation. Ils veulent un profil qui est assez propre. Donc, sur le plan partage, en général, sur Facebook, on partage un peu moins. Quand on est une organisation, on va partager
le minimum, des gens avec qui on a vraiment des partenariats, des gens qui vraiment, dont l'activité est très proche de la nôtre, etc., dont les intérêts sont très communs. Donc, on limite vraiment au minimum pour avoir vraiment une belle vitrine propre, sans nécessairement plein de dépliants partout qui traînent, de trucs qui bloquent la vitre, qui empêchent de voir l'intérieur du magasin. Sur Instagram, le contenu est original, donc on ne peut pas vraiment repartager sur notre page en tant que telle, sur notre profil. Par contre, on peut partager dans des stories. Donc là, on peut partager massivement d'autres contenus. Ce n'est pas important c'est pas important la quantité de choses qu'on partage en stories parce que les stories partent en une seule journée. Donc, ils ne restent pas sur votre espace. Donc, votre espace reste toujours relativement propre avec vos activités internes seulement. Donc, ça, c'est le gros avantage d'Instagram. Vous pouvez repartager en stories. Puis, ça ne va pas salir votre plateforme. Twitter, Mastodon, en revanche, c'est l'opposé total d'Instagram et Facebook. Là, ces deux réseaux sociaux-là, ce ne sont pas des vitrines. Ce sont des espaces d'interaction, surtout. Donc, c'est l'endroit où vous allez partager beaucoup de contenu des autres, de vos partenaires, de vos amis, etc. Vous allez interagir beaucoup avec eux et elles aussi. C'est un des endroits aussi où vous pouvez comme pousser une petite blague de temps en temps. Donc, c'est vraiment une place, c'est vraiment des endroits plus conviviaux où il y a vraiment, qui sont vraiment centrés sur le repartage. Donc, ça, c'est vraiment des stratégies qui sont plus intéressantes pour ces plateformes-là, bien que d'autres stratégies peuvent aussi être utilisées pour ces deux sites-là. TikTok permet plus ou moins du partage, donc on appelle ça des duos. On peut partager du contenu de quelqu'un d'autre si jamais on ajoute quelque chose au contenu. Puis comme c'est du contenu vidéo, ben, il faut vraiment y penser à l'avance. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, évidemment. Mais ça donne aussi des résultats parfois là, extraordinaires, surtout dans le domaine musical, là, quand quelqu'un décide d'accompagner un chant a cappella à la guitare, par exemple. Donc maintenant, pour ce qui est spécifiquement de quoi créer comme page Facebook, c'est mon dernier, je pense que c'est ma dernière lame stratégique. Ouais. Donc, ça se peut qu'en tant qu'organisation, si vous êtes plus un club social, en fait, non. Par exemple, si vous êtes une société d'histoire avec une activité bénévole extrêmement dynamique, ça se peut que vous ayez la tentation de créer un groupe Facebook au lieu d'une page Facebook d'organisation. Donc, ça, c'est une réflexion que vous devez avoir. Le groupe vous permet d'avoir énormément plus d'interactions avec le public. Donc là, le groupe est nourri par le public, par vos bénévoles, par les passionnés, par les collaborateurs, collaboratrices, etc. Favorise énormément de dialogue. Le contenu est directement publié par les membres, c'est l'objectif. Donc, les gens se sentent moins inconfortables de commenter, d'interagir, d'ajouter de l'eau au moulin. Donc, sur ce plan-là, c'est très pratique. Puis, c'est parfait aussi pour des associations qui sont beaucoup plus horizontales et démocratiques. Donc, par exemple, si vous êtes plus un club de généalogie qu'une société de généalogie qui produit du contenu à caractère généalogique ou historique, ben, il faut vraiment penser à faire un groupe. Je pense aussi à des organisations. Avant, je travaillais pour une société d'histoire locale d'une grande ville de la couronne de Montréal, je ne dirais pas laquelle. On avait une page Facebook corporative d'organismes, évidemment. Mais il y avait des groupes qui n'étaient pas des groupes satellites, mais qui étaient organisés par des citoyens et citoyennes qui publiaient énormément de contenu à caractère archivistique. C'était des groupes qui étaient vraiment spécialisés en histoire locale aussi. Puis c'était des groupes extrêmement dynamiques. Puis en tant que société d'histoire, ben, cependant, on manquait un peu le bateau à l'époque parce que ces organisations-là, on n'était pas vraiment en lien avec ces organisations-là. Donc, c'est vraiment à y penser. Donc, est-ce qu'on crée un groupe? Est-ce qu'on crée un groupe en plus de notre page Facebook, qui est notre vitrine? Donc, c'est vraiment quelque chose des choses auxquelles il faut réfléchir quand on veut vraiment comme dynamiser notre présence sur les réseaux sociaux. En revanche, un groupe demande beaucoup plus de modération. Donc là, c'est 24 heures sur 24. Ça, c'est le problème du groupe en comparaison de la page Facebook. Moi, j'administre un groupe d'à peu près 3600 personnes qui est un groupe d'entraide de quartier. Puis là, il faut gérer des conflits, il faut gérer des égos, il faut gérer des divergences d'avis, il faut gérer aussi des gens qui vont utiliser le compte pour leur propre profit personnel. Donc, c'est quelque chose de complètement différent puis à prendre en compte quand on veut administrer un groupe. Une page, en général, c'est plus tranquille.
vous finissez votre journée à 5 heures, votre travail sur la page Facebook arrête là. Donc, vous ne faites pas réveiller en pleine nuit par des gens qui viennent se plaindre. Donc, juste, si vous n'avez pas encore créé de page Facebook, je vais juste vous montrer un peu de quoi ça ressemble. Donc, c'est très simple, il y a un onglet, c'est partout. Facebook va vous suggérer de créer des groupes de toute façon. Donc, vous créez le nom du groupe ici. Vous choisissez le type de confidentialité. Donc, vous décidez si les gens de l'extérieur du groupe ont accès à ce qui se dit, ce qui se débat dans ce groupe-là, s'ils peuvent commenter aussi. Créer une page, c'est un peu différent. Donc là, vous avez besoin vraiment de donner plus d'informations avec une description du groupe, si possible, un lien vers votre site web, etc. Mais tout ça, c'est relativement simple. Facebook va vous expliquer comment créer une page Facebook pendant que vous êtes en train de la faire. Donc, petit dernier détail sur la publicité. Est-ce que ça vaut la peine de faire la publicité en tant qu'organisation caractère historique? La réponse, ça dépend vraiment de quel type d'organisation on est. Ça dépend aussi des objectifs. Puis ça dépend aussi du risque qu'on est prêt à prendre. Donc, sur Facebook, Meta Business, c'est relativement facile de faire de la publicité. On va vous le suggérer de booster une publication, par exemple, de mettre de l'avant une publication. Vous pouvez rapidement entrer un numéro de carte de crédit, puis mettre 20 30 200 sur une publicité pour rejoindre plus de gens. Maintenant, c'est quoi l'objectif que vous avez en tant que Société d'histoire Centre d'Archives de le faire? Est-ce que vous voulez publiciser une activité payante? Est-ce que vous voulez publiciser une conférence ou une cause? Donc, c'est vraiment tout dépend de vos objectifs. Là, je sais que Lac-Saint-Jean, maintenant, ils ont une boutique avec les couleurs du Saguenay. Donc, quand vous avez des produits dérivés comme ça, quand vous avez vraiment une belle collection de produits dérivés, ça peut être très utile de faire de la publicité sur Facebook. Quand vous vendez, ça, c'est le plus étrange. J'ai participé à des campagnes de publicité à relativement grande échelle. On parle de 30 000, 35 000 de dépenses là, en publicité sur les réseaux sociaux. Nous, on faisait la promotion d'un produit gratuit. Donc, c'est une application que les gens pouvaient télécharger gratuitement. Et le taux de conversion était relativement faible. Mais je connais des gens qui vendaient des choses sur Etsy ou sur d'autres plateformes, boutiques, etc. Puis eux, leur vente était vraiment plus élevée que... Le nombre de ventes était plus élevé que nos nombres de téléchargements gratuits. Donc, tout dépendant du produit que vous vendez aussi, le taux de conversion, c'est combien de gens qui regardent votre publicité finissent par entrer sur votre site web ou acheter quelque chose. Donc, tout dépendant de ce que vous vendez, ce que vous faites, le taux de conversion peut varier énormément. Donc, si vous allez sur Google pour voir quel réseau social vous permet de vendre le plus de choses, faites attention à ce que vous vendez aussi, parce que ça peut être très différent. Moi, j'avais trouvé, les informations que j'ai trouvées, c'est 1% d'impressions qui sont converties en clics pour ce qui est de l'éducation en général, donc qui est à peu près notre domaine d'expertise à tous et toutes ici. Donc, si quelqu'un voit votre publicité, il y a 1% de chance qu'il clique sur votre lien. Puis si jamais vous vendez quelque chose, un livre par exemple, ben, il y a 9% de ces clics-là qui peuvent être convertis en achat ou en inscription à une activité. Donc, c'est vraiment un très faible pourcentage de gens qui, finalement, avec ces publicités-là, vont aboutir dans votre boutique et acheter des choses. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien sur ce plan-là. Il est fort probable que si vous mettez 20 par exemple, sur une publicité, ben, vous n'ayez aucun achat de converti au bout du compte, que personne n'achète le livre, etc. Donc, c'est vraiment 20 jetés à l'eau comme ça. Ça, c'est pour Meta Facebook, Meta Business sur Facebook et Instagram, évidemment. Sur Twitter, c'est un fonctionnement similaire, mais là, il faut penser qu'au lieu de 3 milliards d'usagers, usagères, on a 456 millions, je pense. Donc là, on a un beaucoup plus petit marché. Faire des annonces sur Twitter, je l'ai fait aussi, ce n'est pas d'une efficacité à tout casser nécessairement. LinkedIn, LinkedIn permet la publicité aussi. Ça, il faut vraiment faire attention parce que sur LinkedIn, quand vous créez un compte de publicité, si vous le faites avec votre compte d'administrateur, administratrice du compte corporatif. Donc là, encore là, je parle beaucoup, je parle très vite, mais si vous avez des questions à la fin, vous êtes libre d'en poser. Si jamais vous quittez l'organisation, toutes vos archives de facturation vont être perdues. Donc, si vous faites de la publicité sur LinkedIn, tenez vos archives à jour, donnez ça à la comptable ou au comptable.
C'est très important parce que sinon, ça peut être complètement perdu dans la brume. Puis, si jamais vous partez évidemment de l'organisation dont vous administrez le compte LinkedIn. Finalement, bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur le compte Google Ads. C'est extrêmement compliqué à utiliser pour le ou la non-initié. Par contre, c'est très efficace parce qu'on peut diffuser la publicité vidéo, de la publicité sous forme d'infographie un peu partout sur Google puis sur YouTube. Donc, ce qui est intéressant pour Google, c'est si vous réussissez, encore là, ça demande certaines capacités administratives, mais c'est possible d'aller chercher de la publicité gratuite si on est une organisation à but non lucratif. Donc, je pense qu'on a un crédit de départ de 200 $ sur Google Ads. Donc, ça, c'est pas à mettre de côté, il faut essayer, mais ça prend des essais, ça prend de l'essai-erreur, des fois, il faut téléphoner aussi à quelqu'un pour que ça puisse fonctionner. Donc, c'est un pensez-y bien. Donc, voilà pour la publicité payante. Juste un petit détail pour vous montrer, en général, c'est situé où ces trucs-là. Donc, vous avez créé publicité ici, poster une publication, Meta Business Suite, c'est à ces endroits-là que vous allez trouver tout ce que ça vous prend pour faire de la publicité payante. J'ai mis ici un exemple de publication là, pour vous montrer à quel point c'est bien, il faut y penser. Donc, si vous voyez, on a un investissement de 200 $ pour une couverture estimée, ça c'est sur 5 jours, pour une couverture estimée de 2,9 à 8 000 personnes. Donc, on ne sait pas du tout combien de personnes vont être rejointes en tout. On sait que ça va être entre 3 000 et 8 000 personnes qui vont voir la publicité à chaque jour pendant 5 jours. Et selon les moyennes de Facebook, en général, ça devrait nous apporter 387 mensongènes minimum par jour sur Facebook. Mais ça, c'est une estimation parce que ça peut être beaucoup plus bas. Donc, c'est toujours à penser. Il faut vraiment y penser. Là, j'ai dit 200 d'ailleurs, mais c'est 200 $ par jour. Donc, au bout du compte, c'est une publicité de 2 000 $ qui devrait comme apporter 5 000 mensongènes maximum sur votre page Facebook. Donc, ça, c'est vraiment, vous voyez le résultat, pour 1 000 $, 5 000 j'aime sur une page Facebook. C'est vraiment un pensez-y bien. Il faut vraiment être prêt à investir cet argent-là pour avoir accès à ces mentions-là. Puis les mentions j'aime, ce n'est pas nécessairement des engagements totaux non plus. Si vous parvenez à 5, ce qui est le cas d'ailleurs pour ce que Jean a fait avec la FHQ, nos abonnés qui sont arrivés de manière organique, sans nécessairement avoir été attirés par la publicité, vont avoir une loyauté qui est supérieure à quelqu'un qui est venu avec une publicité. Donc, ça, c'est un truc à y penser. Aussi, c'est juste beaucoup plus d'investissement en temps, en revanche, parce qu'il faut vraiment attirer les gens avec notre contenu intéressant plutôt qu'avec de l'argent. Donc, on a un petit peu le même système sur Twitter, bien d'inclure ici la langue française. Ça, c'est un problème que j'ai eu aussi dans d'autres organisations qui étaient bilingues. Les anglophones, malheureusement, sont souvent choqués quand ils voient de la publicité en français. Donc, ça peut créer des petits conflits quand cette publicité-là apparaît de manière tout à fait inopportune sur leur page Facebook ou Twitter. Ici, vous voyez, on a encore une fois, pour un certain montant d'argent, on a l'audience totale, donc l'estimation des gens qu'on peut rejoindre en tout avec ces publications-là. Donc ici, pour ce qui est de notre type de publication, qui est notre page, notre compte Twitter de la FHQ, on a accès potentiellement à 422 000 comptes. Donc, ce qui peut être encourageant comme ça, mais il y a beaucoup de comptes là-dedans qui sont inactifs. Donc, encore là, c'est des chiffres qui sont un peu gonflés par Twitter qui essaie vraiment de vendre de la publicité. Donc, il ne faut pas se fier à 100% à ces données-là. Donc, pour finir, je voulais juste mentionner certains logiciels de graphisme gratuit, des outils vraiment intéressants que vous pouvez utiliser comme outils pour créer du soutien visuel ou audio à vos publications. J'ai malheureusement vraiment pas le temps de les présenter un par un. Juste les noter si jamais vous avez un papier ou sur un fichier Word d'ouvert à côté sur votre ordinateur. C'est des logiciels gratuits qui sont vraiment très utiles, que vous devez découvrir si vous ne les utilisez pas déjà. Le premier, c'est Canva, qui est un logiciel de design graphique en ligne, qui va vous permettre d'avoir des infographies, des posters qui ont l'air professionnels en un seul clic.
Donc, si jamais vous ne savez pas trop comment faire une affiche, que vos affiches, vous les trouvez un peu plates de manière générale, Canva va beaucoup vous aider en vous donnant des modèles déjà tout préparés. Maintenant, bon, des yeux exercés peuvent vraiment se dire ce post-là, je pense que ça vient de Canva. Donc, ça a quand même des limites. GIMP, c'est la version gratuite de Photoshop. Donc, c'est un logiciel qui peut beaucoup vous aider aussi à faire du design graphique. Shotcut, c'est le meilleur logiciel de montage vidéo que je connais, qui est gratuit. Donc, si jamais ça vous tente d'essayer, c'est pas très intuitif. Mais après quelques heures, vous pouvez commencer déjà à faire du montage intéressant. Audacity, c'est un logiciel de montage audio en ce moment. Vous savez peut-être que les podcasts, les balados sont très populaires dans le monde. Depuis surtout le début de la pandémie, ça a vraiment explosé. Donc, si jamais vous avez du contenu audio à présenter à votre public, franchement, cet outil-là pour le montage audio, c'est très utile. Pour ce qui est de transformer ça en balado puis de diffuser sur Spotify, c'est notre histoire dont on peut parler plus tard. Dernier outil qui est vraiment très sous-estimé, c'est les outils de création d'animation de GIF. Donc, les animations de GIF, ce n'est pas très utilisé en général par les organisations à caractère culturel, mais c'est une très bonne manière de présenter une vidéo de quelques secondes de manière très spontanée. Donc, sur des sites web comme GIFmaker, vous pouvez tout simplement prendre une vidéo, par exemple une vidéo d'archive où on voit quelqu'un plonger dans une piscine en 1956, par exemple, puis le convertir en GIF et l'utiliser de manière très conviviale dans vos publications. Donc, c'est le dernier outil que j'avais à vous présenter. Et maintenant, en conclusion, j'ai flashé mon... Okay, voilà. Donc, à quoi ça sert les réseaux sociaux? Ben, au-delà de la simple visibilité que ça peut nous attirer, ça amène certains autres avantages auxquels on pense un peu moins de temps en temps. Premièrement, ça améliore la crédibilité. Si vous avez 4 000, 5 000, 10 000 abonnés sur Facebook, là, j'exagère un peu. Là, en général, on est plus dans les sociétés d'histoire, on est plus dans les 1500 en général. Mais vous allez avoir une crédibilité qui est plus grande. Les gens vont avoir tendance à vous croire parce que les gens vous suivent. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est le cas. Un autre avantage vraiment intéressant qui est souvent mis de côté, c'est que si vous avez beaucoup d'abonnés sur vos réseaux sociaux, non seulement ça vous amène plus de visibilité parce que les gens vous suivent, mais c'est plus facile aussi de créer des partenariats publicitaires avec vos alliés. Donc, si vous avez une organisation voisine à la vôtre, avec lesquelles vous avez des intérêts communs, bien, vous pouvez dire, regardez, si jamais vous partagez ma publication sur votre page, ben nous, on partage la vôtre sur notre page, mais nous autres, on a 4500 abonnés. Donc, c'est vraiment un argument excellent en faveur de l'établissement de partenariats qui peuvent être vraiment très avantageux. Donc, c'est vraiment quelque chose, avoir un auditoire qui est vraiment très élargi, ça peut être un très grand avantage publicitaire sur ce plan-là pour les partenariats. Bon, ça ajoute du poids aussi pour des échanges de services. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment du type gratte mon dos, je vais gratter ton dos. Excusez pour la mauvaise traduction de l'expression anglaise. Ça permet aussi de faire ce qu'on appelle du cross-posting. Donc, deux organisations peuvent, par exemple, partager le même vidéo, le même contenu en même temps sur leur page Facebook respective à travers un partenariat. Donc, ça, c'est un truc qui n'est pas fait particulièrement souvent, mais c'est très utile dans certains cas quand on a par exemple, quand une société d'histoire va avoir un partenariat avec une firme d'archéologie, par exemple. Donc, les réseaux sociaux, quand on a beaucoup d'abonnés ou quand on est une organisation officielle, ça permet d'interpeller des personnalités publiques et d'obtenir des réponses à nos questions ou nos commentaires. Donc, ça peut être très utile aussi pour augmenter la pression si jamais on a à défendre une cause importante comme la préservation d'une maison patrimoniale, par exemple. Et finalement, ça permet de faire du recrutement et de diversifier l'auditoire. Donc, encore là, assurer la relève dans nos sociétés d'histoire, centres d'archives, etc., et clubs sociaux et associations familiales. C'est extrêmement important et les réseaux sociaux peuvent nous aider parce que les réseaux sociaux vont permettre de passer au-delà du bouche à oreille. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement utile, extrêmement intéressant à utiliser. Donc, voilà, j'ai pas mal terminé. On peut passer à la période de questions si vous voulez, si vous avez été capable de suivre d'ailleurs. Donc, je vais finir le partage
Maintenant, vous pouvez lever la main dans vos réactions qui sont situées en bas au centre de votre écran. Donc, je ne vois pas de main levée en ce moment. Donc, si jamais vous avez... Question. Oui, Oui. allez-y. Allez-y. Ça va être toute la publicité que vous mettez là-dessus. Nous, on regarde, on met un petit peu d'annonce avec Facebook, mais on va sur le Marketplace. Ça ne coûte rien, des choses comme ça. C'est aussi valide que d'utiliser les autres également. Oui, bon, ça dépend ce que vous voulez faire aussi. Là. Si vous voulez, là, j'imagine que sur Marketplace, ce que vous faites, c'est vous mettez On directement veut vos vendre produits des. sur Marketplace, c'est ça. C'est ça, Donc, exactement. C'est aussi donc bon que les autres, je présume. ouais, ben c'est ça. Chaque réseau social, je n'ai pas mentionné tous les outils non plus, mais Ouais. effectivement, il y a plusieurs outils parallèles qui peuvent vous permettre vraiment de. Puis Marketplace, effectivement, c'est un très bon outil à utiliser pour vendre directement des produits. Là. OK. Puis une autre question, est-ce que le Meta Business Suite, est-ce qu'il faut payer pour ça ou c'est un additionnel gratuit ou quoi? Dès que vous créez une page corporative d'organisme, euh, l'option arrive tout de suite. Donc, vous n'êtes pas obligé OK, de OK. payer pour avoir accès à ça. Si vous voulez vraiment payer, c'est pour avoir, c'est vraiment un montant publicitaire. Donc, c'est une plateforme qui est en ce moment qui peut être utilisée de manière tout à fait gratuite OK. sur Facebook. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ici, c'est Daniel Fortier. Je m'excuse, Oui, bonjour. je trouve pas la main pour, pour lever. Il n'y a pas de Euh, problème. Moi, je fais partie de la Société de généalogie de Québec. Ce que je voulais savoir, enfin, j'ai trois questions. Est-ce qu'on a idée pour les sociétés d'histoire et de généalogie? Bon, vous savez, je pense, un petit peu le type de clientèle qu'on peut avoir, là. Je veux dire, on a-tu une idée des profils des utilisateurs? Parce que vous avez donné des grands chiffres, des millions et des milliards, là, mais je veux dire, dans le cas du Québec, on parle peut-être de 20 000 personnes, là, je veux dire, 30 000 personnes qui sont engagées plus ou moins directement dans les sociétés d'histoire et de généalogie. On a-tu une idée, compte tenu des différentes plateformes que vous avez données, avec le type de clientèle qu'on a, c'est quoi les plateformes, la plateforme idéale, puis le type de message, je pense juste en termes de longueur du message, compte tenu du type de clientèle. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, ça sera probablement pour une prochaine fois. J'aimerais ça que vous parliez des logiciels d'enquête qu'on peut utiliser sur Internet. Je sais qu'il y a plusieurs possibilités, mais j'aimerais ça avoir de l'information là-dessus. Puis, juste un petit commentaire. Tantôt, vous avez montré des pages qui ont été sur Facebook de la Fédération. Puis voyez-vous, il y avait deux pages, là, c'était les tramways puis les belles-sœurs, là. C'était sur du blanc sur du noir. Je ne sais pas si j'ai des problèmes de vision, mais voyez-vous, pour moi, c'était un genre de, 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 de cas où, je veux dire, le message, je veux dire, les gens qui regardent ça, je veux dire, ils abandonnent après 10 secondes. Effectivement, je vais essayer de me souvenir de chacune de vos questions. La première, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir une réponse de toute faite. Je peux vous dire, genre, 250 mots maximum. Je pense que j'irai même vers 100, 120 mots maximum, avec un émoticône puis une image d'archive, c'est ce qui va fonctionner le mieux. Mais il y a plein de très nombreuses stratégies qui peuvent très bien fonctionner, tout dépendant de votre auditoire à vous, de ce que les gens ont l'habitude de voir sur votre page Facebook aussi. Donc, ça va toucher vraiment notre deuxième. Toutes ces informations-là, on va en parler un peu plus dans la deuxième séance qui va traiter vraiment plus des stratégies, des objectifs à définir, etc. On va parler aussi du persona, qui est vraiment des personas plutôt, qui sont vos différents types de publics.
Ça, c'est vraiment plus des stratégies qui sont en lien avec le marketing, mais évidemment, ça a des limites. Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans les comptes les plus en vue pour ce qui est de l'histoire, généalogie, patrimoine, etc. au Québec, on compte à peu près dans les 11 000, 15 000 abonnés maximum. Donc, on peut dire qu'au Québec, il y a vraiment de l'intérêt pour... Il y a vraiment 10 000, 11 000, entre 15 000, à peu près 15 000 personnes qui peuvent être vraiment là, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, là, qui peuvent vraiment être engagées dans ces causes-là. Mais évidemment, c'est un minimum extrême, là, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui sont abonnés, par exemple, à l'Histoire nous le dira, mais qui ne seront pas abonnés au Musée de la civilisation, par exemple. Donc, vraiment, mais c'est vraiment le minimum, là, vraiment le minimum. On sait qu'il y a au moins 15 000 personnes qui sont extrêmement engagées, qui sont extrêmement intéressées aussi. Après ça, pour ce qui est de votre public à vous, si vous avez une page Facebook, vous avez accès aux statistiques, incluant démographiques. Donc, vous pouvez voir le pourcentage d'hommes et de femmes qui sont abonnés à votre compte, leur provenance aussi, leur ville, plein de détails aussi qui ne sont pas vraiment de l'ordre privé, mais qui sont démographiques du type groupe d'âge, etc. Donc, c'est important de suivre là-dessus quand on essaie de déterminer quel est notre public. Voir notre public cible, parce que souvent, notre public, en général, c'est un micro. Puis, si on veut grandir vraiment notre public, en général, on a déjà une bonne idée du type de gens qu'on va rejoindre à partir de ces statistiques-là. Ça, c'est un truc assez intéressant là, pour ce qui est de l'histoire au Québec. Les données statistiques de Twitter, de Facebook, pardon, suggèrent que l'histoire en tant que telle intéresse plus les hommes, dans les 55, 50, 52, 55%. Par contre, le patrimoine, si on cherche le patrimoine culturel comme intérêt, là, c'est à 55% des femmes. Donc, dans les sociétés d'histoire et généalogie, on a de la défense du patrimoine culturel, etc., qui est vraiment un domaine qui intéresse quand même beaucoup les hommes et qui intéresse un peu plus les femmes. Et puis, l'histoire en tant que telle, plus les faits, etc., qui vont intéresser énormément les femmes, mais aussi un peu plus les hommes quand même. Donc, vous avez vraiment des statistiques comme ça que vous pouvez voir vraiment dans les outils qui sont fournis par Facebook, qui vont vous donner des indices. Mais évidemment, les réponses sur ce sujet-là, je ne les ai pas toutes. Il faudrait vraiment que je fouille ces questions-là de manière académique pratiquement pour avoir des réponses. Votre deuxième question, je ne me rappelle plus c'était quoi? C'est pour peut-être une prochaine fois avoir des informations sur les logiciels, les plateformes qu'on peut utiliser pour faire des enquêtes ou des sondages. Ouais, et moi, je n'ai pas de réponse à vous offrir là-dessus. Vous pouvez, moi, je suggère, je pourrais suggérer Google. Google a une application pour faire des sondages. Donc, ça, c'est à découvrir aussi. C'est assez facile d'utilisation, mais il y a d'autres outils. Il y a vraiment plein d'autres outils qui peuvent permettre des enquêtes ou des sondages. Là. Je pense entre autres à, j'ai oublié le nom, mais c'est un vieux site web qui était utilisé par la Fédération Histoire Québec d'ailleurs jusqu'à tout récemment. Je pense que ça commence par K. Il y a quelqu'un qui peut m'aider. Donc, il y a plusieurs outils, mais on peut s'en parler aussi à un prochain atelier sur ce plan-là. Pour ce qui est du noir sur blanc, vous avez raison. Là, du blanc sur noir, par contre, vous avez raison, c'est difficile pour plusieurs yeux. Mais ça, c'est à ça que ressemble mon Facebook à moi. Donc, moi, j'ai configuré mon Facebook pour qu'on voit du blanc sur noir. Donc, c'est facile d'avoir noir sur blanc ou d'autres couleurs un peu plus pâles aussi. Donc, ce qu'on a vu sur mon écran, c'est vraiment juste ce que je vois moi. Ce n'est pas ce que les gens en général vont voir. Donc, c'était la réponse à votre dernière question, je pense. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être que je prendrais une dernière question. Merci. Je viens de voir dans les commentaires, quelqu'un m'a corrigé sur mon anglais. Effectivement, on ne dit pas suit, on dit suite. Donc, merci beaucoup pour la rectification. Je vois une main levée. Yves. Oui, bonsoir. Juste un commentaire sur ce qui vient d'être dit. J'ai changé ma configuration récemment là, pour avoir du blanc sur noir. C'est sûr que 1 ou 2, 3 jours, c'est un petit peu déstabilisant, mais on s'habitue très vite. Et puis, au point de vue de confort visuel,
c'est beaucoup plus intéressant. Question, est-ce qu'on a une idée de ce que les sociétés d'histoire ont comme type de page Facebook, soit page ou groupe? Est-ce qu'en général, c'est plus des groupes ou avez-vous des données là-dessus? Ou je ne sais pas s'il y en a qui peuvent un petit peu rapidement exprimer leur expérience par rapport à l'une ou l'autre méthode. Moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que je vous dirais qu'on doit avoir 95% de pages organisationnelles. D'accord. En général, ce n'est pas des groupes. Par contre, il y a beaucoup de groupes qui sont proches des sociétés d'histoire, qui sont extrêmement populaires et dynamiques. Ouais. Donc, maintenant, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir dans la salle. Je veux dire, moi, je regarde les groupes Facebook en généalogie. Ce que je trouve dommage souvent, c'est le niveau de langage. Et quand les questions et les réponses sont très factuelles, ça va bien. Mais s'il y a un dérapage à un moment donné, là, c'est... Donc, je veux dire, c'est pour ça, comme organisation, on peut quasiment pas avoir... Enfin, comme vous disiez tantôt, c'est de la surveillance 24 heures par jour. Ça, je me demandais s'il y avait un moyen à un moment donné d'avoir un groupe, mais de se garder quasiment une période... un buffer. Tu sais, je veux dire, pour bloquer des choses à un moment donné là, qui. Ou de préautoriser les commentaires aussi. Est-ce que je ne sais pas si ça se fait, là, je sais qu'on peut préautoriser ce que les gens peuvent mettre sur notre page, là, sur notre groupe, sur la page du groupe, mais. Ouais. C'est sûr que il y a toujours tu demandes toujours aux gens d'avoir du respect et tout le reste, là, mais je veux dire, tu peux toujours restreindre l'accès, mais le problème, c'est que, je veux dire, souvent, quand c'est des Facebook d'organisation, ben on ne peut pas se permettre de faire des coches mal taillées. Là. Mm-hmm. Mais si je comprends bien, sur une page, il n'y a aucun commentaire du public, c'est ça? Il y a des commentaires du public, mais ils peuvent être modérés facilement. Puis en général, vu que ce n'est pas un groupe de discussion, les gens sont un petit peu plus gênés. D'accord. Donc, ils vont être moins portés à faire des commentaires. Ça arrive quand même. J'ai vu des commentaires assez haineux ces dernières années. Mais ça arrive moins souvent. Les groupes, dans tous les groupes là, de 1000 et plus membres, là, vous allez avoir des problèmes avec quelques individus minimum. D'accord. Sur ce plan-là, d'ailleurs, sur le plan technique, là, je sais qu'on peut demander une approbation pour le premier commentaire qui est fait par un membre ou une membre. D'accord, oui. Mais le deuxième commentaire, on ne peut pas vraiment l'approuver à l'avance. Donc, c'est la limite du groupe. Là. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Merci beaucoup tout le monde pour avoir été attentif et attentif pendant toute la formation. Je ne sais pas si, Jean, tu avais quelque chose à dire. Excuse-moi, j'avais levé la main, Guillaume. Oui, désolé, allez-y pour votre question. Je l'avais pas vu, désolé. Moi, ma question, c'est combien d'heures par jour il faut passer à gérer nos réseaux sociaux? Parce que moi, personnellement, là, je n'ai pas ce temps-là. Puis je ne suis pas Facebook, j'ai Facebook, tu peux même pas t'imaginer. Je trouve que c'est du n'importe quoi. N'importe qui écrit du n'importe quoi. C'est pas fiable. Les informations ne sont pas. On peut pas vérifier chaque information que n'importe qui donne. Est-ce qu'il y a une façon meilleure que les réseaux sociaux pour publiciser nos activités, mettre nos produits en vente? Nous, on a un site web qui fonctionne bien, que l'on tient à jour, mais les réseaux sociaux, je vais t'avouer que, comme tu parlais de LinkedIn, là, moi, je pense que c'est pas approprié du tout. Instagram non plus. À part Facebook, je connais pas de société d'histoire de notre niveau qui est capable de gérer tout ça. Là, on est tous des bénévoles ou à peu près, là, à moins que ce soit une très grosse organisation avec des employés, mais comme la fédération, là, qui peuvent passer des heures et des heures à gérer ça. Mais pour le reste, là, me dis, quel est le temps qu'on doit consacrer à un réseau social pour que ça soit efficace?
Ça dépend de ce que vous entendez par efficacité aussi. Moi, sincèrement, en ce moment. Tu as parlé de stratégie, tu as Oui, parlé oui, de oui. stratégie, là. Oui, Tu sais, oui. établir une stratégie, le mettre en ligne, apprivoiser les logiciels aussi, là. Tu sais, c'est vraiment pas simple. Moi, quand je vais sur Facebook, là, je suis tout le temps en train de chercher toutes sortes de choses. Je pensais aujourd'hui qu'on aurait un cours sur comment utiliser Facebook, mais c'est pas ça du tout, là. Moi, je dis que Facebook existe. Ben oui, on le sait que Facebook existe, là. Je m'excuse, là, mais tu sais, c'est rien de nouveau pour moi. J'ai pas appris grand-chose aujourd'hui, je vais t'avouer, Guillaume, là. C'est correct, j'apprécie votre commentaire tout de même. Ce que j'aurais à dire sur vraiment l'efficacité là, vis-à-vis de l'investissement en heures, là, si vous comptez, disons qu'on est une petite organisation, une petite société d'histoire. En général, une publication par semaine, ça peut être suffisant. Puis, si vous avez déjà un contenu qui est relativement prêt à l'extérieur de Facebook, là, si vous avez déjà une photo d'archive à diffuser, vous avez déjà une activité, etc., c'est 1 heure par semaine. Juste pour Facebook, là, à ce moment-là, juste pour l'utilisation de Facebook, pas pour la préparation nécessairement du message, mais pour l'utilisation de OK. Facebook. Donc, ce n'est pas un investissement qui est si gigantesque que ça. Si vous restez relativement, si vous avez une OK. activité qui est relativement Tu normative, parles de normale. photos. Oui, excuse de te couper, tu parles de photos. Nous, chez nous, un de nos moyens de financement, c'est la vente de photos. Alors, quand je mets une photo sur Facebook que n'importe qui peut copier, c'est pas avantageux pour moi, là. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on ne puisse empêcher les gens de copier les photos qu'on met sur Facebook? Sur Euh, mon site web, j'ai réussi à le faire. Les gens ne peuvent pas copier. C'est une petite technicalité, mais sur Facebook, est-ce qu'on est capable de faire la même chose? Non. Par contre, ce que je vous suggère à ce moment-là, c'est si jamais vous voulez tout de même diffuser des photos, j'ai vu votre main levée, M. Dufault. Si jamais vous voulez diffuser une photo tout de même sur votre page Facebook, justement pour en faire la promotion, ce que je vous suggère de faire, c'est d'ajouter un gros logo en transparence au centre de votre photo. Oui, mais À ce tu moment, les gens vas-tu peuvent m'expliquer copier, mais comment faire ça puis que ça fonctionne? ça, je peux vous l'expliquer dans un atelier sur les outils de design Bon. graphique. Mais c'est très, très simple. C'est un truc que je peux vous expliquer en 15 minutes. Non, non, regarde, Ça n'arrivera pas quand ce même, soir, là, mais j'ai assez d'expérience pour savoir comment faire, mais moi, je parle au nom de tout le monde, là. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Même Canva que tu parlais tantôt, là, c'est bien beau, là, mais ça a beaucoup de limites. effectivement, surtout la version gratuite. Mais ça aussi, on peut en reparler dans un atelier, hein? dans un Bon, autre je atelier, mais m'arrête, là. Je effectivement, laisse la parole à d'autres. ça marche. Est-ce que vous vouliez toujours parler, M. Dufour? Votre micro est désactivé. Je peux vous... On vous entend toujours pas. Désolé. Là? Ça va. OK. Oui, on vous Bon. entend parfait. Alors, Guy, oui, il y a moyen de rajouter des filigrammes et puis des métadonnées aussi dans tes fichiers. Effectivement, il y a plusieurs logiciels gratuits. Il y en a quelques-uns peu coûteux aussi. J'avais proposé là, justement peut-être de faire un petit atelier là, sur ces deux éléments-là pour diffuser des photos, les images. Donc, peut-être que ça va se rajouter là, au cours de cette formation-là. Merci énormément. Donc, merci à tout le monde pour vos commentaires et questions. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question de Mme Lise? Oui, allez-y. Oui. Lise. Oui, merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On vous entend parfaitement bien. Oh, parfait. Alors, moi, je suis nouvelle à la Société d'histoire de Charlesbourg et j'ai pris en charge justement tout ce qui est social. Mais contrairement à monsieur, moi, je suis une fan. Donc, Facebook, je me réveille le matin puis je l'ouvre en partant avec mon café. Alors, ce que j'aurais comme simplement peut-être un indicatif de trouver quelqu'un, un bénévole qui aime les réseaux sociaux, déjà, on peut lui fournir l'information qu'on veut diffuser, on peut lui fournir les photographies et la personne s'occupe de faire vivre Facebook. Déjà, avec beaucoup d'entrain, d'enthousiasme, ça va aider. Beaucoup. Moi, je peux passer à peu près une demi-heure par jour, mais j'aime vraiment ça. Puis je me suis attelée à une espèce de calendrier de l'Avent. Donc, à tous les jours, je me fais un devoir de poster quelque chose d'ici Noël. Mais comme vous l'avez suggéré, M. Guillaume, une fois par semaine, ça peut être suffisant. Ça dépend aussi qu'est-ce que vous avez à dire. Si vous avez des conférences à toutes les semaines, c'est important de peut-être le publiciser. Si vous en faites une par mois, comme nous, c'est le cas une fois par mois, ben, j'en parle pas tous les jours non plus là, pour assommer les gens avec ça. Donc, il faut y aller aussi avec ce que nous, on a à diffuser. J'ai la page web
que je mets à jour aussi, mais encore là, la page web, c'est plus statique, c'est plus des informations récurrentes, l'horaire, bon, les moyens de nous rejoindre, les retours sur des activités ou les activités à venir. Facebook, je vois ça comme quelque chose de plus spontané, où on va peut-être informer et intéresser des gens qui n'auraient peut-être pas nécessairement eu le goût ou le réflexe d'aller voir une page web d'une société d'histoire. Donc, ça ouvre vraiment, dans mon cas, je le vois, là, mes chiffres augmentent et puis il y a de l'enthousiasme. Hein, c'est comme des élections un peu, là. Quand on atteint 200 vues, wouh, on est content. Alors, c'est ça. Mais ce que je suggère, c'est de trouver quelqu'un qui ça intéresse déjà. Ça va être un meilleur barème de succès, je pense. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. C'est une excellente recommandation. Je suis d'accord à 100%. Donc, merci encore à tout le monde. On va arrêter là. Donc, la prochaine séance va avoir lieu le 17 janvier, si tout va bien. Et bien, d'ici là, je vous souhaite bonne continuation et bonne fin de soirée. Merci beaucoup.